Bonjour, bonsoir à tous. Comment allez-vous? Perso, ça va super bien car déjà je tourne une vidéo en face cam donc je suis super content, mais surtout car on va enfin parler sur la chaîne d'une saga que j'adore au plus haut point et que je tiens vraiment dans mon cœur, à savoir la saga Underworld. Ça fait très longtemps que je souhaite en parler car de 1, comme je l'ai dit, c'est une saga que j'aime beaucoup, mais aussi car c'est un sujet passionnant où il y a plein de choses à dire. Cette vidéo va être plutôt longue en vrai, donc elle va être coupée en différentes parties plus ou moins longues chacune, que vous pourrez retrouver sous forme de chapitrage YouTube. Donc si vous voulez passer directement à telle ou telle partie, vous pouvez. Néanmoins, je vous conseille grandement et surtout je vous demande grandement de suivre la vidéo jusqu'à la fin car ça me soutient beaucoup plus au niveau du watch time, etc. etc. Je pense que vous connaissez le bail. Et aussi car la vidéo est plutôt cool et vous allez apprendre plein de choses même si vous n'êtes pas à la base super intéressé par cette saga par exemple. Bref, restez bien jusqu'à la fin car ça soutient beaucoup plus mon travail. Ceci étant dit, on va enfin pouvoir commencer et voir ensemble si Underworld est bel et bien une saga ratée ou pas. Mais avant cela, faisons un petit bond dans le passé. Tout commence avec un gars du nom de Len Wiseman. Amateur de comics depuis toujours et ayant toujours voulu devenir réalisateur, il fera ses premiers pas dans le milieu en travaillant sur les effets visuels de plusieurs films, comme Stargate La Porte des Étoiles, Independence Day ou encore Godzilla de 1998, tous réalisés par le même gars, Roland Emmerich. Il se fera alors un peu remarquer, ce qui lui permettra de réaliser quelques spots publicitaires pour notamment Activision ou encore PlayStation. Après ça, il se fera la main sur un autre type de contenu, à savoir les clips, et il en réalisera plusieurs pour des artistes différents comme Guy Ritchie. Au début des années 2000, il va rencontrer un certain Danny McBride, par le biais de son agent avec qui ça va directement coller, puisqu'ils vont se découvrir une passion commune pour les films de genre. Et ensemble, ils vont commencer à écrire le scénario d'un film avec des vampires et des loups-garous. Via les clips qu'il avait réalisés et le style particulier qu'il avait, il se fera remarquer par Skip Williamson, le président de Lakeshore Records qui poussera Lakeshore Entertainment, la société de production principale, à s'intéresser à Len et à son projet de long métrage intitulé Underworld, un film d'action fantastique mettant en scène en gros des vampires et des loups-garous qui se tapent dessus. À ce moment-là, il n'avait encore jamais rien réalisé pour le cinéma, mais Lakeshore va lui faire confiance pour qu'il réalise Underworld, qu'ils produiront évidemment. Cependant, dans toute cette histoire, j'ai fait exprès d'oublier une personne même vraiment plutôt importante dans la création du concept de Underworld. Ce gars, c'est Kevin Grevioux, et si j'ai fait exprès de vous en parler que maintenant, c'est parce que sur beaucoup de sites que j'ai consultés pour en apprendre davantage sur la création de la saga, la vie de Len Wiseman, etc. Eh bien, beaucoup disaient que c'était uniquement Len Wiseman et Danny McBride qui créèrent ces films. Et à vrai dire, je sais pas trop pourquoi il est oublié sur tous ces sites, il est même crédité au générique à chaque fois dans tous les films, donc aucune idée. Enfin bref, Kevin Grevioux fut du coup tout autant que ses deux amis impliqués dans le projet, voire même davantage puisque c'est apparemment lui qui est à l'origine de l'idée des vampires et des loups-garous telle qu'elle est dans ces films-là. Et j'ouvre une parenthèse, oui, pour ceux qui se demandent, c'est bien lui qui joue Raz, le personnage de Raz, dans le premier volet et dans le troisième. Oui, moi non plus je ne pensais pas que derrière cette montagne de muscles et cette voix aussi grave que le film de Julia Ducournau, se cachait genre un scénariste en herbe. Moi non plus j'aurais pas deviné. Un rôle qu'il a d'ailleurs, pour la petite anecdote, écrit lui-même pour lui. Parenthèse fermée, pour continuer un peu sur Kevin Grevioux et pour vous montrer un peu qui est le bonhomme, eh bien avant de travailler pour le cinéma, Kevin a un diplôme de microbiologie. Oui, on parle toujours du même gars, rassurez-vous. En parallèle de ça, du coup, il suivra au fil des années des cours d'écriture de scénario et de cinéma, qui le pousseront à déménager à New York pour essayer de vivre de sa nouvelle passion. Il se fera alors la main dans le monde du cinéma en tant qu'acteur de second rôle. On pourra le voir notamment dans The Mask, Congo ou encore le remake de La Planète des Singes de Tim Burton, où il n'est même pas reconnaissable d'ailleurs puisqu'il joue un des singes humanoïdes. Plus tard, dans les années 2000, il va rencontrer Len sur le tournage de plusieurs clips qu'il réalisait, et ensemble, ils vont s'associer du coup avec Danny McBride pour écrire et créer ensemble l'univers du premier film Underworld. Comme je vous le disais juste avant, c'est lui qui a créé le concept des vampires et des loups-garous des films Underworld. D'après une interview qu'il a donnée en 2003 au scénariste de comics Christopher Monfett, son but premier était de rendre crédibles les vampires et les lycans, les loups-garous. Il ne voulait pas qu'ils soient basés sur le mysticisme comme c'est dans beaucoup d'œuvres, mais au contraire, il voulait que ces deux races soient basées sur la science. C'est pour ça que dans l'univers d'Underworld, la lycanthropie et le vampirisme sont causés par un virus à la base, l'un transmis par les loups et l'autre par les chauves-souris. Et le délire scientifique va encore plus loin car, je pense que vous le savez tous, dans l'imaginaire commun, les vampires craignent le soleil et les loups-garous l'argent. Et bien pour expliquer ces deux faiblesses de façon un peu scientifique,
Dans les films, les vampires comme certaines espèces de bactéries sont photosensibles et les loups-garous sont allergiques à l'argent comme le plomb ou encore l'arsenic sont toxiques pour les humains. Bon en vrai c'est logique pour les loups-garous, j'en conviens, mais pour le reste c'est franchement pas con en vrai. Après faut quand même se rappeler que le gars a un diplôme de microbiologie à la base avant de faire du cinéma, donc en vrai c'était un peu logique qu'il essaye de donner une sorte de petite explication scientifique à ça. D'ailleurs pour la petite info gratuite comme ça là, le gars écrira aussi des comics sur Underworld. Donc voilà, pour ceux que ça peut intéresser de lire ces comics, si vous avez aimé les films et le concept des films, bah en vrai foncez. Ainsi nos trois amis, Len Wiseman, Danny McBride et Kevin Grevioux écrivirent ensemble le scénario du premier film Underworld. Comme dit plus tôt, Len fut mis aux commandes du projet en tant que réalisateur. L'actrice Kate Beckinsale, qui jouera un an plus tard d'ailleurs dans le Aviator de Scorsese, donc actrice pas trop dégueu quand même, sera choisie pour interpréter le rôle de Selene, le personnage principal du film, qui, pour la petite anecdote, est inspiré d'un personnage de chez Marvel Comics du nom de Selene Gallio, qui, en 2019, est d'ailleurs apparu dans le film X-Men Dark Phoenix, interprété par Kota Eberhardt. Mais bon voilà, le film se fait, Danny McBride fait un caméo dans le film, le réalisateur et l'actrice principale tombent amoureux et décident de se fiancer, et en 2003, Underworld premier du nom sort, et ça sera un beat critique. Mais ça sera une super réussite commerciale, wouhou! Car pour un budget de 22 millions de dollars, le film À travers le monde en a remporté presque 100 millions. Franchement, c'est pas dégueu du tout pour un premier film, si on met à part le fait bien sûr que le film est chié par la critique. Le film sera donc un succès commercial et 3 ans plus tard, en 2006, sortira le second volet de la saga intitulé Underworld Evolution, film que Len Wiseman réalisera comme le premier et qu'il écrira aux côtés de son pote Danny. Et encore une fois, le film se fera dézinguer par la critique. Mais encore une fois, ça sera une vraie réussite commerciale, car pour un budget de plus de 2 fois supérieur à celui du premier, le film a remporté un peu plus de 100 millions de dollars. Et je pense que là, vous commencez à voir un peu mieux quel genre de film est la saga Underworld. Évidemment, les 2 premiers films ont fonctionné en termes de box-office, alors qu'est-ce qu'on fait, vous me demandez? Bien, on en fait un 3e, et oui, évidemment. C'est ainsi que Underworld, le soulèvement des Lycans verra le jour en 2009, film qui sera non une suite de l'opus précédent, mais un préquel à la saga, racontant l'origine de la guerre entre les deux races. Et cette fois-ci, Len écrira et produira le film, mais ne le réalisera pas, car ça sera à la place Patrick Tatopoulos qui s'en chargera. Un homme qu'il connaissait bien, puisqu'ils avaient pu collaborer ensemble des années auparavant sur Independence Day ou encore Godzilla, mais aussi sur Underworld 1 et 2, puisque Patrick occupait le poste de creature designer and superviseur. Et d'ailleurs, comme évoqué un peu plus tôt dans la vidéo, pour ce Underworld 3e du nom, Kevin Grevioux, le GOAT, reprendra son rôle de Raz, où il aura encore une fois un rôle plutôt important. Bon, sans surprise, le film sera une nouvelle fois un beat critique monumental, et une nouvelle fois un succès commercial. Et ça va être comme ça malheureusement pour tous les films de la saga. Nouveau succès commercial oblige, un Underworld numéro 4 sera mis en chantier pour sortir en 2012. Mais contrairement aux opus précédents où la production s'était plutôt bien passée, enfin de ce que l'on sait évidemment, et bien là ça ne va être pas du tout pareil. Des 5 films que compose cette saga, Underworld numéro 4, nommé Underworld Awakening, est de loin celui qui a eu le plus de soucis pour être produit. Déjà, l'écriture du film fut très compliquée. À la base, l'histoire originelle qui devait se passer dans le film a été écrite par Len Wiseman. Puis, le scénariste John Lavine écrira sa propre version de l'histoire à partir de celle que Len avait écrite. Après ça, de 2009 à 2011, le scénario subira de nombreuses réécritures et modifications de la part de plusieurs différents scénaristes, dont malheureusement, nous n'avons pas tous les noms. Et Joseph Michael Straczynski, très connu dans le milieu des comics, écrira lui aussi sa propre version du scénario en 2010. Vous voyez déjà, je pense, un peu le bordel rien que sur l'écriture du film. Et dans toute cette histoire de réécriture et de réécriture et de réécriture encore, il ne faut pas oublier évidemment notre bon vieux Len Wiseman, qui en plus d'avoir écrit l'histoire originelle de ce 4e opus de la saga, a aussi activement participé aux nombreuses réécritures du scénario au fil des années, aux côtés notamment de Alison Burnett, qui n'est pas une femme mais un homme, je vous le dis comme ça juste pour que vous le sachiez, et cela jusqu'au début même du tournage. Et du coup début 2011, le film commencera son tournage malgré un scénario pas du tout fini. Et je pense que vous en doutez, un film qui commence son tournage avec un scénario pas tout à fait fini, ou encore mieux,
pas du tout fini, eh bien ça peut causer de nombreux problèmes sur le tournage lui-même, mais aussi sur le produit final. Et là, c'est clairement ce qu'il s'est passé en fait. Du fait des constants changements dans le scénario, et cela même lors du tournage, certains éléments présents dans la promo d'avant-sortie du film se sont avérés être différents dans le film que les spectateurs ont pu voir en 2012. Déjà, le film devait s'appeler Underworld New Dawn, et non Underworld Awakening. Un élément pas si important en vrai, mais qui est quand même intéressant à souligner, sachant que le producteur Richard Wright a déclaré dans une interview le 22 août 2011 que le film était passé par plusieurs noms, dont notamment Underworld New Moon, mais qu'ils avaient tous été rejetés. Et c'est marrant du coup de voir que malgré que le film s'appelle Underworld Awakening partout dans le monde, qu'on pourrait traduire en français par Underworld l'éveil, le nom qu'on a donné à ce film dans notre pays, c'est Underworld Nouvelle Ère, soit New Dawn en anglais. Sinon, pour revenir un peu au changement entre le film actuel et la promo d'avant-sortie, le nom était donc différent, mais la plupart des infos dans le synopsis étaient très différentes elles aussi. Après avoir été maintenue dans un état de coma pendant 15 ans, la vampire Selene apprend qu'elle est la mère d'une adolescente de 14 ans à moitié vampire et à moitié lycan, Nyssa. Et lorsqu'elle la retrouve, elles doivent empêcher Biocom de créer des super lycans qui les tueraient tous. Et au final, dans le film actuel, Selene n'est pas retenue en captivité 15 ans, mais 12 ans, sa fille ne s'appelle pas Nyssa, mais Eve, que c'est subtil, elle n'a pas 14 ans, mais entre 11 et 12, et Biocom s'appelle au final Antigène. Vraiment, la production de ce film était un gros bordel, et il y a encore certaines choses à dire, mais on y reviendra plus tard dans la vidéo. Au final, en 2012, après plein de problèmes comme vous l'avez compris, le film sortira, et comme ses prédécesseurs, rapportera un bon pactole. Et c'est d'ailleurs l'opus qui fonctionnera le mieux au box-office malgré un budget bien supérieur à tous les autres. Et pour la petite info gratuite, le film sortant dans les années 2010 et notamment quelques années après Avatar, premier du nom, il sera tourné pour être diffusé en 3D, ce qui a, je pense personnellement, fortement bénéficié au succès commercial du film. Après ça, un 5e opus sera envisagé par la production, qui devait semblerait-il être une sorte de reboot de la saga. Mais pourquoi faire un reboot? Eh bien, la réponse est en vrai très simple. Du fait de la longévité d'une saga ou d'une franchise, comme le dit si bien le producteur lui-même lors d'une interview, pour un acteur ou une actrice jouant le même rôle encore et encore au fil des années, c'est pas ouf, c'est rien de très ragoûtant on va dire. Ça bloque l'acteur dans un seul et même personnage et dans un genre précis de film. Un acteur ou une actrice souhaite en général évoluer dans sa carrière, surtout à Hollywood, participer à des productions différentes, jouer des personnages différents sous la direction de réalisateurs différents, etc. etc. Et là, c'était un peu le cas. D'après des interviews, ils avaient déjà bien dû convaincre l'actrice pour qu'elle revienne dans Underworld numéro 4. Et pour ce Underworld numéro 5, du coup, ils ne savaient pas si elle allait accepter s'il lui proposait. Ils vont alors décider, dans quelque sorte, reboot la saga avec ce nouvel opus, où le personnage de David, introduit dans le film précédent, devait jouer un peu le rôle principal. Comme ça, si Kate Beckinsale accepte de revenir, on change un peu le scénario et c'est plié. Et si elle ne veut pas, on a quand même un film qui se concentre sur des personnages avant cela secondaires, et qui peut, si ça se passe bien, mener à de futurs projets, et donner un peu un vent de fraîcheur à la saga par la même occasion. Cependant, faire un nouvel opus de la saga sans que le personnage principal de cette saga justement soit là, et donc l'actrice qui la représente, c'est en vrai un peu un très gros risque pour le succès commercial du film, vu qu'en plus, il y a que ça au niveau de ces films. C'est pourquoi ils essayeront et arriveront à convaincre l'actrice de revenir pour ce rôle, et ils décideront du coup que le film sera la suite du précédent et non une sorte de reboot bizarre. Et du coup, le film se concentrerait évidemment sur le personnage de Selene, mais aussi pas mal de David. Mais quand même moins que Selene, car c'est quand même elle le personnage principal, faut pas abuser. D'ailleurs, le film avait prévu de s'appeler à la base Underworld Next Generation, mais au final, il a été renommé Underworld Blood Wars. Le film sera encore une fois un énorme flop critique, et ce même plus que ceux d'avant, puisque même auprès des spectateurs lambda, il ne fera pas l'unanimité, contrairement aux opus précédents. Cependant, ce film est tout de même important dans la saga, puisque ce sera une femme du nom de Anna Foerster qui réalisera ce 5e volet. Une personne en vrai vraiment pas très connue même à l'heure actuelle, mais qui est une femme, et une femme réalisatrice, surtout avant, mais aussi même de nos jours, c'était assez rare, donc c'est super important à souligner quand même. Et nous arrivons au terme de cette saga, et comme vous l'avez vu, cette saga est marquée par beaucoup de succès commerciaux, mais pas critiques, voire très peu, si on est gentil. Les films Underworld sont des films qui ont chacun beaucoup rapporté, qui sont plutôt bien aimés par les spectateurs. Cependant, comme je l'ai beaucoup répété, malheureusement, tous les films qui composent cette saga, cette franchise, se sont fait chier dessus par la critique, à tel point que quel que soit le site sur lequel vous vous rendez pour voir les notes qu'ils possèdent, ces dernières ne sont jamais vraiment très bonnes. Et cela à juste titre, car comme on le verra plus tard dans la vidéo,
tous les films Underworld pêchent sur énormément de points, qui font d'eux des films certes très sympas à regarder de par leurs univers et le fait que ce soit des films d'action très décomplexés, mais des films tout de même pas ouf, voire mauvais pour certains. Il faut maintenant qu'on parle un peu des autres projets liés à la saga, car oui, saga à succès oblige, il y en a eu. Il y a eu en vrai pas mal de projets liés à la saga qui ont été en préparation au fur et à mesure que les opus sortaient. Mais malheureusement, et vous allez le voir, très peu ont pu voir le jour dans la finalité des choses. Commençons tout d'abord par le meilleur, car c'est le seul projet cinématographique qui a réellement pu voir le jour, à savoir Underworld Endless War. Underworld Endless War, c'est une sorte de mini-film d'animation de 18 minutes, qu'on pourrait même qualifier de court-métrage en vrai, qui raconte à travers 3 histoires se déroulant chacune à une époque différente, des événements qui se déroulent avant le premier film, puis avant le 4ème. C'est un film complètement canon avec l'univers que l'on peut considérer comme un complément à la saga. Ce que je veux dire par là, c'est que son visionnage n'est pas du tout nécessaire à la compréhension globale de l'univers d'Underworld et de l'histoire des films. Mais si vous les voyez, vous en apprendrez un peu plus sur certaines choses, et notamment sur ce que font Selene et Michael Corvin juste avant Underworld numéro 4. Si ça vous intéresse, vous pouvez les visionner gratuitement sur YouTube, en cherchant le nom du film. Bon, par contre, ce ne sont pas les vrais acteurs des films qui jouent certains des personnages. Par exemple, ce n'est pas Kate Beckinsale qui prête sa voix à Selene, mais une dénommée Laura Harris. C'est un peu étrange en vrai, surtout quand on se dit que les 3 petits films sont canons avec l'univers. Mais bon, voilà. Passons ensuite à une catégorie que j'adore vraiment, à savoir les projets annulés. Et il y en a eu quand même quelques-uns. Tout d'abord, il y a eu 3 sortes de crossovers qui furent prévus au fil du temps, avec d'autres licences. Le premier fut avec le film I, Frankenstein. À la base, ce film c'est un comics écrit par nul autre que Kevin Grevioux, le gars qui a créé le concept d'Underworld. Encore lui, il écrira le scénario d'une adaptation en live action qu'il vendra ensuite à Lakeshore Entertainment, la société de production derrière Underworld, qui ensuite produiront la version live action du comics de Kevin. Il avait envisagé au début de la production du film live action de son comics que ça devienne au fil du temps une franchise, une saga comme Underworld, et que du coup cette nouvelle saga se connecte avec celle d'Underworld. Une scène post-crédit du film avait même été prévue où le personnage de Selene aurait fait une apparition. Cependant, il changera d'avis et décidera que tout d'abord, le film devait se faire tout seul sans la popularité ou quoi que ce soit provenant d'une autre franchise, et en vrai, on le comprend, c'est une envie très louable. Mais après l'échec cuisant que fut le film au box-office, et bien tout de suite ou crossover avec Underworld fut complètement annulé. Les 2 autres crossovers qui furent prévus entre gros guillemets furent avec les films Blade avec Wesley Snipes et Resident Evil avec Mila Jovovich. Pour ce qui est du crossover avec Blade, d'après une interview de l'actrice Kate Beckinsale pour la promo d'Underworld Blood Wars à la Comic-Con de 2016, une sorte de crossover avec de gros guillemets, sans qu'on ne sache vraiment ce qu'elle signifie par là, fut envisagé par Lakeshore Entertainment. Cependant, cela fut vite annulé car Marvel Studios, donc Disney, récupérèrent les droits du personnage de Blade, et donc ils avaient d'autres projets pour le perso, ce qui s'est confirmé des années plus tard avec l'annonce d'un nouveau film Blade intégré au MCU. Et pour le crossover avec les films Resident Evil, eh bien encore une fois on ne sait pas grand chose car tout simplement ça n'est pas allé très loin. Mais du très peu que l'on sait, un film crossover aurait été un peu rêvé par le producteur David Kern. Cependant ça n'est jamais resté qu'au stade d'idées farfelues. Et en vrai c'est un peu dommage, je trouve personnellement que ça aurait été vraiment plutôt sympa. Ça aurait fait juste aucun sens la façon dont les 2 sagas on va dire se rejoignent pour un crossover, donc potentiellement elles sont dans le même univers, vous comprenez, mais étant chacune des sagas d'action très décomplexées avec un personnage féminin en plus en personnage principal, ça aurait été je pense super cool à regarder. Mais voilà pour ce qui est des crossovers qui n'ont malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, jamais vu le jour. Et avant de finir cette partie, il faut quand même que l'on parle du dernier projet lié à cette saga, qui depuis maintenant quelques années, on ne sait pas où ça en est. Comme dit plus tôt, Underworld Blood Wars fut l'opus de la saga le moins aimé par les fans, et celui qui a le moins rapporté. Cependant, ces 10 fans étaient quand même intéressés pour un nouvel opus, évidemment. Surtout que le 5 se concluait bien, mais laissait place quand même à une potentielle suite. C'est pourquoi tout le monde attendait l'annonce d'un 6ème opus. Mais ce dernier, bien qu'envisagé par la production, fut très vite annulé, du fait du moins bon box-office du 5, et du sentiment auprès du public que la saga commençait à sévèrement s'essouffler, et qu'il fallait peut-être du coup s'arrêter là. Sachant qu'en plus, dans de multiples interviews, l'actrice avait dit qu'elle en avait fini avec cette saga et ce personnage. Cependant, rien ne reste impossible, car lors d'une interview pour Variety en 2021, pour la sortie du film Jolt dans lequel elle joue le rôle principal, elle semblait pas si contre de reprendre le rôle de Selene. Donc, est-ce qu'un jour on verra ce 6ème volet? Eh bien, ça seul l'avenir nous le dira, même si ça semble
très peu probable. Cependant, ce qui reste un peu plus possible, c'est qu'un jour on voit une suite à cette saga, ou en tout cas quelque chose qui concerne cette saga, via une série. Et oui, car en 2017, lors d'une interview pour Deadline, Len Wiseman, le réalisateur des 2 premiers films, révéla qu'une série était en développement, qu'elle serait en plus pas mal différente de ce qu'on avait pu voir jusque-là dans les films. Une série qui devait d'ailleurs peut-être pas se concentrer sur le personnage de Selene. Mais bon, encore une fois, depuis maintenant 6 ans, on n'a aucune nouvelle de où ça en est, est-ce que ça a été annulé ou pas. Aucune idée. Et voilà en ce qui concerne la partie production des films liés à la saga Underworld. Et comme je vous l'avais dit, il y avait quand même pas mal de choses à dire. Maintenant, je pense qu'il est important pour ceux qui ne connaissent pas trop, qui ne connaissent pas, ou qui s'en souviennent pas trop, qu'on fasse une petite partie résumée. Ça va résumer l'histoire des 5 films, ainsi que le film d'animation qui, comme je vous l'ai dit, est canon dans l'univers d'Underworld. Et pour un souci de storytelling, je vais vous raconter cette histoire de manière chronologique au niveau des événements qui se passent dans chacun des films. C'est-à-dire que je ne vais pas vous résumer l'histoire de la saga dans l'ordre chronologique de sortie des opus, mais au contraire dans l'ordre chronologique de son histoire. Et comme pour la vidéo sur Dracula Untold, pour ceux qui l'ont vu, si vous voulez skip tout ce passage, je comprends, si vous vous souvenez bien de l'histoire, etc. Néanmoins, je vous demande quand même de bien tout regarder, car c'est plus sympa pour mon travail quand même. L'histoire commence aux alentours du 5e siècle après Jésus-Christ. À ce moment-là, la peste faisait rage dans la plupart de l'Europe, et notamment dans un village à l'est où la population mourait petit à petit, jusqu'à qu'il n'y ait même plus aucun survivant. Cependant, un des hommes du village du nom d'Alexander Corvinus, ayant contracté la maladie lui aussi, ne mourra pas, car cette dernière, au lieu de le tuer, mutera en lui permettant de survivre. Ce virus, appelé plus tard virus originel, n'aura pas fait que lui permettre de résister à la peste, puisqu'il affectera son corps à un niveau cellulaire, l'immunisant ainsi au vieillissement et aux maladies des humains. Alexander Corvinus était alors devenu le tout premier immortel. Bien des années plus tard, Alexander rencontra une femme du nom d'Helena, qui deviendra son épouse. Ensemble, ils auront plusieurs fils, Marcus, William et un troisième dont on ne connaît pas le nom. Les 3 fils héritèrent du même virus que leur père, faisant aussi d'eux des immortels. Ces 3 fils grandirent chacun jusqu'à devenir adultes, tandis que le troisième décida de se consacrer à une vie simple d'humain lambda, disparaissant ainsi de l'histoire. Marcus et William prirent tout un autre chemin. En effet, ces derniers furent acteurs d'un événement qui les changera à jamais. Marcus se fera mordre par une chauve-souris et William par un loup, ce qui respectivement affectera le virus originel présent dans leur corps, faisant d'eux les tout premiers vampires et loups-garous. Après ça, William, devenu un monstre incapable de reprendre forme humaine, et n'ayant d'attrait que pour la destruction, commencera à attaquer des villages voisins, répandant par la même occasion la lycanthropie partout où il passait, créant ainsi une véritable armée de loups-garous, impossible à contrôler et détruisant et tuant tout sur leur passage. Face à ça, Marcus décidera qu'il se devait d'intervenir, et fera alors appel à Victor, un seigneur de la Moldavie possédant une immense armée. Le voyant mourant, Marcus lui proposera un marché. En échange de le transformer en vampire, lui permettant de continuer à vivre et cela éternellement, Victor mettrait à son service son armée, pour contrer William et sa meute. Évidemment, Victor acceptera et il devint ainsi un des 3 aînés, le groupe où figurent les vampires les plus puissants et les plus anciens. Et Marcus transformera alors ses soldats en vampires, faisant d'eux une armée d'immortels, dédiée à l'éradication des loups-garous. De nombreuses batailles eurent lieu après ces événements, entre les forces de William et celles de Marcus, où dans la finalité, les loups-garous perdirent, les forçant à disparaître en se cachant. C'est durant ces événements que Marcus transformera Amelia, une femme dont on ne connaît pas trop le passé, afin de faire d'elle la 3e des 3 aînés. Pendant plusieurs siècles, William et sa meute restèrent dans l'ombre à se cacher de Marcus et son armée. C'est durant cette période qu'ils instaureront une chose qu'ils appellent la chaîne, un système visant à faire un roulement entre les 3 aînés. Pendant qu'un serait en train de régner, les 2 autres seraient en hibernation, et tous les 1 siècle, l'un prendrait la place de l'autre, et vice versa. Tout ça durera jusqu'au début du XIIIe siècle, où les 3 aînés seront exceptionnellement réveillés en même temps pour arrêter une bonne fois pour toutes William. En enquêtant sur un village complètement décimé par les loups-garous, ils brûlèrent les corps, mais les cadavres se réveillèrent et commencèrent à se transformer. Les soldats de Victor éliminèrent les monstres et William, qui était dans le coin, fut attaqué. Ils tirèrent des chaînes en argent pour le contenir et c'est non sans souffrance que William fut capturé.
Une souffrance qui normalement n'était pas censée être présente, car Victor avait promis à Marcus que son frère ne serait pas blessé. Cependant, Amelia et Victor le trahirent, et les soldats vampires étant fidèles au Seigneur, Marcus n'eut pas d'autre choix que de se plier aux envies de Victor, et d'ainsi le laisser emmener et enfermer William dans un endroit inconnu de sa personne. C'est à partir de ce jour que la relation entre Marcus et Victor se détériora à jamais. Cependant, Victor et Amelia, l'autre aîné, ne purent jamais tuer Marcus, car d'après une légende, si ce dernier se voyait trouver la mort, tous les vampires qu'il avait engendrés trouveraient la mort eux aussi. C'est-à-dire, en gros, tous les vampires qui existent, car il était à l'origine de tous. Marcus et Amelia se remettèrent alors en hibernation, et Victor reprit son règne tranquillement pendant que la menace que représentait William avait été écartée. Des décennies passèrent sans qu'il ne se passe d'événements notoires. Victor et ses soldats continuèrent d'éliminer des loups-garous quand ils le pouvaient, jusqu'au jour où, dans une cellule, un loup-garou enfermé donna naissance à un enfant. Malgré son envie de le tuer, Victor n'en fera rien, et à la place, il l'élèvera pour devenir un serviteur des vampires. Il sera baptisé Lucien, et l'enfant grandira afin de devenir un adulte. Lucien avait la particularité de ne pas être exactement comme ses congénères loups-garous, puisque ce dernier pouvait reprendre forme humaine à volonté. D'après ce que l'on sait, il est le tout premier lycan, des êtres mi-humains, mi-loups-garous qui peuvent se contrôler et donc être domestiqués. Au cours des années, voyant le potentiel de sa race, Victor décidera par le biais de Lucien de transformer d'autres humains en lycans, lui permettant d'avoir une armée de loups-garous pouvant protéger son château durant la journée où les vampires seraient donc en train de dormir. Quelques années plus tard, sans qu'on ne sache comment, Sonia, la fille de Victor, commença à se rapprocher de Lucien, jusqu'à ce qu'ils tombent même fous amoureux l'un de l'autre. Cependant, les lycans étant considérés par l'ensemble des vampires comme étant juste des bêtes servant qu'à être utilisées, ils durent cacher leur amour aux yeux de tous, ce qui n'était pas chose très aisée. Mais Victor finira par prendre conscience de cet amour en buvant le sang de sa fille, et apprendra un peu après qu'elle était enceinte. Et en peur de la possibilité que cet enfant soit un être hybride, un être mi-vampire, mi-lycan, il condamnera sa propre fille à la mort par le soleil, et forcera Lucien à regarder. Ce dernier ayant aussi été condamné à mourir, réussira à s'enfuir au dernier moment en se transformant. Et en s'enfuyant, il prit la peine de prendre le médaillon de Sonia, permettant avec l'aide d'un autre que Victor possède d'ouvrir la tombe de William. Alors qu'il était en train de fuir, il se fera malheureusement arrêter, mais juste avant de se retransformer, il réussira à appeler les loups-garous de William, qui étaient restés sur ses terres, ainsi que ces hommes qui l'avaient aidé à s'échapper, qui vinrent prendre d'assaut le château de Victor. Un lourd combat fit alors rage entre les deux races, et notamment entre Victor et Lucien. Bien que le vampire soit bien plus puissant, Lucien réussit à ruser et ainsi tuer le vampire d'un coup d'épée dans la bouche. Victor tomba dans l'eau, mais réussit à survivre, évidemment, et rejoignit le bateau qui avait fui avec les deux aînés en hibernation, et s'enferma alors à son tour dans son sarcophage. C'est ainsi que la première grande bataille entre les lycans et les vampires fut remportée par le camp de Lucien. Mais ce ne fut pas la fin de cette guerre raciale, bien au contraire, ce ne fut que le début. Après ça, sachant que c'était le père de Selene qui avait imaginé et fait construire la prison de William, et par peur que maintenant que Lucien était libre et avait en sa possession une des deux parties de la clé permettant d'ouvrir le tombeau, Victor retournera au village où vivaient Selene et sa famille et décidera de tous les tuer. Cependant, au moment de tuer Selene, il ne put se résoudre à le faire, car cette dernière lui rappelait bien trop sa fille. C'est pourquoi il la transformera en vampire et lui racontera que c'était les lycans qui avaient tué toute sa famille, et non lui, pour que cette dernière éprouve une haine féroce envers cette race, et donc le serve à jamais en tant que serviteur de la mort. Des vampires entièrement dédiés à l'éradication des lycans. On comprend bien que d'après ces événements, Victor tua la famille de Selene et la transforma en vampire après qu'il ait tué sa fille Sonia. Et aussi que tout ça se passe donc juste après l'enfermement de William. Or, on sait que la capture du loup-garou se fit après les événements du troisième opus. Mais du coup, si Victor a recruté Selene avant le troisième film, alors, où elle est ? Comme vous le comprenez, c'est un peu le bordel, c'est pourquoi je me devais de faire cette petite aparté dans la narration pour vous expliquer. Maintenant que vous connaissez les origines de Selene et à peu près où chronologiquement ça se situe dans le temps, on peut continuer. Des siècles plus tard, en 1890, à Paris, on retrouve Selene qui traque un groupe de 3 lycans. Après les avoir repérés, elle réussira à en tuer un, tandis que les deux autres prendront la fuite. 77 ans plus tard, en 1967, Selene est de retour à Paris pour traquer, suite à des informations qu'elle avait reçues, les 2 lycans restants qui lui avaient échappé des décennies plus tôt. Elle réussit à les retrouver et Selene réussit encore une fois à en tuer un, mais l'autre réussit encore une fois à s'enfuir, mais avec un bras en moins tout de même.
Quelques décennies plus tard, on retrouve Selene suivant un groupe de lycans qui poursuit un humain dans le métro. Un petit affrontement entre les deux camps a lieu, résultant à des pertes des deux côtés. Une fois de retour dans le château des vampires, Selene réussit à découvrir l'identité de l'humain, à savoir Michael Corvin, que les lycans suivaient un peu plus tôt, et elle partit donc à sa recherche. Alors qu'elle était en train de lui faire passer un interrogatoire un peu musclé, des lycans arrivèrent et un combat s'engagea entre eux. Alors que Michael était en train de fuir vers l'ascenseur, il tombera face à Lucien, qui le mordra pour récupérer de son sang, mais le condamnant par la même occasion du coup à se transformer en lycan. Selene et Michael réussirent finalement à s'enfuir, et après un accident plutôt vénère, elle le ramènera au QG des vampires, pour qu'il soit en sécurité, ou du moins à l'abri des loups-garous. Michael finira par s'enfuir du château et se rendra à l'hôpital pour se faire soigner par un de ses amis. Pendant ce temps, Selene découvrira que Craven, le chef en dessous des aînés qui commande en leur absence, a menti et trahi son espèce en disant qu'il avait tué Lucien des siècles plus tôt, alors qu'au final il complotait avec lui depuis tout ce temps. Elle décidera alors de briser la chaîne et de réveiller Victor pour qu'il l'aide avec toutes ces histoires. Alors que Victor était en train de se réveiller, Michael, complètement perdu, reviendra au château des vampires pour demander de l'aide à Selene. Cette dernière lui expliquera alors toute la situation, et arrivée dans une planque secrète, elle l'enchaînera pour qu'il ne fasse pas de ravages quand il se transformera. Après une petite discussion entre Victor et Selene, Amelia, l'aînée réveillée durant ce siècle, se fera massacrer, elle ainsi que ses hommes dans son train par les lycans. Et Selene réussira à s'enfuir du château pour retrouver Michael. À peine le temps de discuter qu'ils se feront attaquer par les loups-garous de Lucien, mais Michael se fera kidnapper par deux d'entre eux. Selene capturera un des hommes de Lucien qui révélera une fois devant Victor que Michael est semblerait-il un descendant direct d'Alexander Corvinus, possédant en sommeil le virus originel, et qu'ils étaient tant sur les côtes de ce dernier car ils avaient besoin de son sang pour combiner les deux races, et créer ainsi des êtres hybrides plus forts encore que les deux espèces. Et Victor ouvrira enfin les yeux sur Craven, et pour réagir, il ordonnera à Selene et ses hommes de se diriger vers le QG des lycans pour les exterminer, mais surtout tuer Michael. Un gros combat fit alors rage entre les lycans et les vampires de Craven d'un côté, et les vampires de Victor de l'autre. Durant la bataille, Craven trahira Lucien en lui tirant des balles en argent dessus, le condamnant alors inexorablement vers la mort. Après de multiples balles tirées, Selene réussira à rejoindre l'endroit où était enchaîné Michael et le libérera. Et alors qu'ils étaient en train de fuir, ils tomberont sur Craven qui tirera sur Michael des balles en argent, le condamnant lui aussi à une mort certaine. Craven révélera à Selene la vraie raison de la mort de sa famille, et cette dernière mandera alors Michael dans l'espoir que la théorie des lycans fonctionne et donc qu'il ne meure pas. Et les loups-garous avaient vu juste car Michael réussira à survivre et se transformera en une bête mi-lycan, mi-vampire, pendant que Victor et Selene discutèrent ensemble. Ce dernier décidera alors après ça d'aller tuer Michael, et ainsi un combat s'engagea entre les deux. Bien que l'hybride était censé être bien plus fort que les deux races, Victor réussira à prendre l'avantage et sera alors sur le point de le tuer. Cependant, ultime retournement de situation, alors que Victor était sur le point de tuer Michael, Selene ramassera l'épée du vampire et tranchera d'un coup sec le visage de Victor, ce qui lui tuera, évidemment. Quelque temps plus tard, on retrouve Selene et Michael se cachant dans une planque, des lycans et de Craven, et ce dernier, une fois rentré au château, essaiera de réveiller Marcus, le dernier des trois aînés, probablement pour le tuer. Cependant, une fois le sarcophage ouvert, le vampire n'était pas là, et à la surprise générale, Marcus jaillit alors du sol sous une forme inhabituelle. Ayant bu malgré lui le sang du scientifique lycan quand il était encore en sommeil, cela fit de lui un être hybride mi-vampire, mi-lycan. Mais contrairement à Michael, qui était à la base un lycan, lui son hybridation se rapprocha plus des vampires, car il était un vampire à la base. Il massacrera alors tous les soldats d'une facilité déconcertante ainsi que Craven lui-même. Via les souvenirs de ce dernier et du lycan, il réussira à trouver Selene et Michael, et ainsi un combat s'engagea entre eux qui se finit sur une victoire des deux compères quand le soleil commença à se lever. Pendant ce temps, Alexander Corvinus et ses hommes récupérèrent les corps des vampires et des lycans morts durant l'affrontement qui a eu lieu durant le premier opus, et notamment celui de Victor. Alexander ouvrit alors le corps de l'aîné et récupéra le deuxième morceau de la clé permettant d'ouvrir le tombeau de William, situé dans un cadran greffé à la cage thoracique de Victor. Après une nuit torride cachée dans un conteneur, Selene réussit à se souvenir que quand elle était enfant, elle avait eu le fameux médaillon de Sonia entre les mains. Elle partit donc avec Michael voir l'ancien conseiller de Victor exilé depuis longtemps pour lui demander des informations.
Une fois là-bas, ils apprenèrent la vérité sur les origines des vampires et des lycans, mais aussi un peu plus sur la raison de la mort de la famille de Selene. Réalisant qu'elle était par conséquent la dernière personne encore vivante ayant vu l'emplacement de la tombe de William, elle partit voir Alexander Corvinus sur son bateau pour lui demander de l'aide pour affronter Marcus, qui en avait après eux. Cependant, à peine ils eurent le temps d'y discuter qu'ils furent attaqués par le vampire, ayant trouvé l'emplacement de son père grâce au sang du conseiller. Ils essayèrent de rivaliser face à lui, mais Marcus prendra facilement l'avantage et tuera Michael, puis boira le sang de Selene, ce qui lui révélera l'emplacement de la tombe de son frère. Il récupéra ensuite la deuxième partie de la clé auprès de son père, tout en le tuant au passage. Juste avant de mourir, ce dernier offrit son sang en cadeau à Selene pour qu'elle ait une chance de vaincre Marcus, ce qui fera d'elle un être d'un nouveau genre. Après ça, les hommes d'Alexander ainsi que Selene et le corps de Michael partiront en direction du tombeau de William où Marcus était déjà présent. Ce dernier ouvrit alors le sarcophage de son frère et William, après de nombreux siècles d'enfermement, fut enfin libéré. Un très violent combat fit alors rage entre William et Marcus et les forces de Selene. Mais alors qu'ils commençaient à sérieusement être en train de perdre, Michael revint à la vie et sauta dans le tombeau pour aider sa bien-aimée. Ils éliminèrent ainsi les humains transformés en loups-garous par William. Michael réussit après ça à tuer William et Selene, devenue bien plus forte grâce au sang d'Alexander, réussit à prendre l'avantage sur Marcus et le tuera en l'envoyant dans les hélices de l'hélicoptère. Selene et Michael avaient réussi. Ils avaient réussi à tuer William et Marcus. Et en prime, elle découvrit que malgré sa condition de vampire, elle ne craignait maintenant plus le soleil, encore une fois grâce au sang d'Alexander. Après ces deux événements, les deux amoureux retournèrent à Paris pour tuer le dernier des 3 lycans qui avait échappé à Selene des décennies plus tôt. Ils réussirent à le retrouver grâce à la technologie du 21e siècle et ainsi ils le tueront, mettant enfin fin à ce chapitre de l'histoire. Cependant, à cause des événements liés à la recherche de William par Marcus, l'humanité découvrit l'existence des vampires et des loups-garous, ce qui entraînera une immense purge de la part des humains, réduisant considérablement la population de ces deux races immortelles. C'est pourquoi Selene et Michael décideront de s'enfuir à bord d'un bateau quand la situation commençait à devenir complètement invivable. Mais alors qu'ils étaient sur le point de partir, ils se feront malheureusement capturer par un groupe armé lié à l'entreprise du nom d'Antigène. 12 ans plus tard, Selene réussit à sortir d'un caisson de cryogénisation et s'enfuira du complexe non sans mal. Ayant des visions étranges d'une autre personne dans sa tête et pensant que c'était Michael, elle suivra ces visions, ce qui l'amènera à David, un autre vampire, ainsi qu'à Eve, une jeune fille qui se révélera être la source de ces visions. Étant pourchassés à ce moment-là par un groupe de lycans, ils prendront tous les trois la fuite jusqu'à l'endroit où se planquait le coven de David. C'est à ce moment-là que Selene réalisera que la jeune fille n'était pas n'importe qui, mais sa propre fille à elle, qu'elle eut quand elle était cryogénisée. Mais surtout qu'Eve était donc le tout premier être hybride né de manière naturelle. Cependant, pas le temps de trop se reposer car la planque se fera attaquer par un groupe de lycans. Les vampires les combattirent tandis que Selene affrontera de son côté un lycan différent des autres, puisque ce dernier était 2 à 3 fois plus grand qu'un loup-garou de base, et qu'il était donc bien plus fort. Il prendra alors l'avantage en envoyant valser Selene à travers le décor, ce qui l'assommera. À son réveil, David, du fait de ses nombreuses blessures, trouvera la mort, et elle apprendra que sa fille fut enlevée par l'énorme loup-garou. D'une confiance sans égale, elle ressuscitera David et partira ensuite sauver sa fille. Avec l'aide d'un inspecteur de police, elle réussira à entrer dans les locaux d'Antigène. C'est alors qu'on découvre que depuis le début, Antigène était composé de lycans, qui avaient réussi à échapper à la purge faite par les humains, et qui avaient créé cette organisation afin de tuer tous les vampires existants, et ainsi gagner la guerre raciale. Après de multiples péripéties, elle tombera face à Michael encore cryogénisé. Elle tirera une balle à travers son caisson pour qu'il puisse en temps voulu se réveiller et s'enfuir. Après ça, elle réussira à atteindre le camion qui a emporté sa fille et le renversera. Cependant, l'énorme lycan qui était en fait le fils du directeur d'Antigène arrivera et ainsi un lourd combat s'engagera entre les deux. Pendant ce temps, Eve de son côté, aidée par David qui était arrivé entre temps, affrontera et tuera Jacob Lane, le fondateur d'Antigène. Et Selene, après s'être fait malmener en essayant d'utiliser la force contre un adversaire juste plus fort qu'elle en fait, utilisera son ingéniosité pour tuer le grand lycan. Antigène étant maintenant détruit et sa fille sauvée, elles auront des visions de Michael s'étant libéré de son caisson. Elles iront sur le toit pour le retrouver, mais malheureusement ce dernier était déjà parti. On retrouve quelques temps plus tard Selene qui fuit des lycans qui essayent de la capturer pour savoir où sa fille se cache, et des vampires qui essayent de la tuer pour la mort de Victor et de Marcus. Cependant, elle ne sera d'aucune utilité même capturée, car sans qu'on ne sache vraiment comment et pourquoi, elle ne sait pas où sa fille se cache.
On suit alors après un groupe de lycans organisé et armé dirigé par un dénommé Marius, planifiant l'attaque sur le dernier sanctuaire encore debout des vampires. Selene, se cachant dans une planque avec David, sera alors approchée par le groupe de vampires, qui lui offriront une totale immunité si elle accepte de les entraîner pour qu'ils puissent battre Marius et son armée. N'ayant pas beaucoup de choix, faut l'avouer, elle acceptera et se rendra alors dans leur château pour commencer l'entraînement. Cependant, lors du combat contre Varga, le chef en quelque sorte de l'armée des vampires, elle se fera trahir puis mis dans un dispositif pour lui drainer tout le sang de son corps. Heureusement, David et son père la sauvèrent et le daron se sacrifiera pour que les deux compères puissent s'enfuir. Ils prendront alors la fuite vers le nord, lieu d'un sanctuaire de vampires pacifistes où ils pourront se cacher. Pendant ce temps, on retrouve Marius avec une des vampires, qui lui révélera où se dirigent Selene et David. Et si cette dernière trahit comme ça son propre coven, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'elle l'aime. Comme c'est mignon. Selene et David arrivèrent alors au sanctuaire du Nord, où le dirigeant révélera à David que sa mère qu'il n'avait pas connue était en fait Amelia, l'une des 3 grandes aînées, et qu'il était par conséquent le dirigeant légitime des vampires. Cependant, à peine il put chouiner sur sa nouvelle condition que les lycans arrivèrent pour tous les tuer. Un combat s'engagea alors entre les lycans et les vampires du Nord menés par David d'un côté et Selene et Marius de l'autre. Cette dernière se fera d'ailleurs malheureusement assez fortement lessivée par le lycan, qui était bien plus puissant qu'un loup-garou de base mais surtout assez différent physiquement. Selene, complètement dépassée, se fera alors presque tuer par Marius et sa bien-aimée, mais juste avant de se faire exécuter pour de bon, elle plongera dans l'eau, ce qui la mettra en sécurité en quelque sorte. Réalisant qu'elle ne savait vraiment pas où était sa fille, Marius criera retraite pour aller attaquer l'autre sanctuaire des vampires. Selene sera alors récupérée d'un côté et préparée pour une sorte de rituel destiné à ce qu'elle survive. Pendant qu'elle mijotait dans l'eau, David retournera auprès de l'autre coven et en prendra le contrôle via son nouveau statut. Les lycans arrivèrent une nouvelle fois, et une nouvelle fois un combat fit rage entre les deux races. Mais alors que les loups-garous semblaient gagner, twist final, on ne s'y attendait pas, Selene arrivera avec un tout nouveau pouvoir, une tenue réparée et une superbe nouvelle coupe de cheveux, et contrebalancera la bataille en ramenant tous les vampires du Nord. Elle affrontera une nouvelle fois Marius où elle apprendra en buvant son sang que sa force ne lui provient pas d'une mutation spéciale ou quoi que ce soit, mais de Michael, son bien-aimé, qu'il avait réussi à capturer pour ensuite le ponctionner de son sang et se l'injecter pour devenir plus fort, ce qui, vous vous en doutez, tuera Michael. Après un combat acharné entre les deux, Selene réussira à tuer Marius, et les loups-garous, voyant la tête de leur leader tenue par David, repartirent la queue entre les jambes. Une nouvelle fois, les vampires avaient gagné. Selene, David et Lena, la plus puissante guerrière des vampires du Nord, furent alors choisis pour devenir les 3 nouveaux aînés. Le film et la saga en termes généraux s'achèvent alors sur Selene assise par terre au nord et sa fille venant la retrouver. Pfiou. Voilà pour ce qui est des événements globaux qui se passent au sein de la saga. J'ai vraiment essayé au mieux de vous résumer tout ça. J'ai pas parlé de tout, je sais, mais j'ai essayé vraiment de vous parler du principal et du plus intéressant et du plus important. Et en vrai, c'était parfois un peu le bordel. Surtout au niveau des événements qui se passent avant les événements principaux avec Selene et tout le blablabla. Enfin bref, j'espère que vous avez tout de même tout compris. Et sinon, bah, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai, je réponds à tout comme d'hab. Voilà. Sinon, eh bien, que valent tous ces films? Et globalement, toute cette saga du coup. Et bien comme j'ai déjà pu le dire, la saga des films Underworld est vraiment bien aimée de beaucoup de gens, et les films ont toujours été des succès commerciaux. Mais mis à part ça, tous les films qui la composent ne sont pas vraiment très bons. Déjà, et je pense que vous en doutez, ce qui pêche énormément, c'est le scénario des films. Alors vous me direz qu'on peut s'en douter car de manière générale, des films avec des vampires et des loups-garous qui se tapent dessus avec des flingues, ça vole jamais très haut. Ça je vous l'accorde. Ces films ne brillent pas par leur scénario parfaitement ficelé ou leur ingéniosité, et ce n'est pas grave car en vrai ce n'est pas du tout ce qu'on attend d'un film de ce genre. Même si personnellement je rêve du jour où un film mettant en scène des vampires et des loups-garous qui se foutent sur la gueule, et un scénario que l'on pourrait qualifier de très bon. Mais bon, pas trop se faire d'idées, ça n'arrivera sûrement jamais. Scénaristiquement parlant, les 3 premiers films sont ok tiers. Ça vole pas très haut, vraiment pas très haut, il y a beaucoup de facilité scénaristique, tout ça, mais en vrai, c'est ok, il y a pas spécialement grand chose à dire. Il y a beaucoup de moments où tu te dis, mais c'est bizarre ça, mais pourquoi il fait ça, mais c'est pas logique avec ce qu'il a fait avant, mais blablabla, et du coup, voilà, il y a plein de moments comme ça, mais en vrai,
de manière globale, ça va largement. Enfin, non, pas largement, mais ça va, c'est ok tiers. En soi, si on accepte de poser son cerveau pour voir des vampires et des loups-garous se taper dessus pendant 1h30 à 2h, en vrai, c'est ok tiers. Cependant, dans les deux suites, Underworld 4 et 5, il y a beaucoup de choses à dire. Commençons par un des points les plus évidents pour ceux qui ont vu les films, à savoir le traitement du personnage interprété par Scott Speedman. Le personnage de Michael Corvin est au centre de tous les films, excepté le troisième qui se passe dans le passé de la saga. Dans le premier volet, il est le personnage central et tout tourne autour de lui, car via ses ancêtres, il est l'homme qui peut mettre un terme à la guerre entre vampires et lycans qui dure depuis des siècles, via la création d'êtres hybrides entre les deux races. Des êtres mi-vampires mi-lycans bien plus forts encore que les deux espèces. Et à la fin du film, il va d'ailleurs lui-même devenir un hybride, et qui plus est, le tout premier de l'histoire. Et c'est via son combat contre Victor, un des vampires les plus puissants et les plus anciens qui existent, que Selene pourra venger sa famille en le tuant. Dans Underworld 2, le scénario ne tourne pas autour de lui à proprement parler, mais il est tout de même au centre même du film car il est là en soutien dans le combat contre Marcus. Mais dans Underworld 4 et 5, le personnage est complètement éclipsé du scénario. À tel point que le peu de temps qu'on le voit, entre guillemets, ce n'est même pas Scott Speedman qui l'interprète, mais une doublure. Mais malgré ça, le personnage est quand même central dans l'intrigue, car l'enfant qu'il a eu avec Selene sera le nouvel enjeu principal du volet 4 et 5. Sauf que en vrai, c'est trop bizarre de mettre de côté un personnage si important de base dans la saga. Et cela durant pas un film, ça peut passer à la rigueur, mais 2 films quand même. Et même du coup, jusqu'à la fin, parce que pour l'instant il n'y a pas de suite. Comme dit plus tôt, ce problème vient sûrement, même si en vrai on n'en sait trop rien, du fait de la production catastrophique du 4e volet. Mais même en prenant en compte ça, en vrai c'est quand même étrange. Et moi, je soupçonne qu'il y a eu un problème entre l'acteur et la production. C'est une simple théorie, mais pour moi, il y a clairement de ça, même si j'ai rien trouvé de tel. Au lieu de concentrer ce Underworld de Nouvelle Ère plus sur la relation entre Selene et sa fille, et non sur celle entre Michael et Selene, pour ensuite, dans le 5e volet, faire revenir le personnage, pour que par exemple, il ait un moment super héroïque où il sauve sa femme et sa fille, des mains de Marius, ce qui permettra du coup à ce dernier de devenir plus fort en s'injectant son sang, en le capturant, enfin bref, on peut imaginer des choses. Et bien là, il est juste zappé dans le 4, ce qui je trouve est en vrai pas plus mal car ça recentre vraiment l'intrigue sur la relation mère-fille, mais il est aussi complètement zappé dans le 5 où on apprend juste via des flashbacks un peu pourris à la toute fin qu'en fait, Marius, le nouveau grand méchant des Lycans, inconnu au bataillon pendant les 4 premiers volets, en fait il l'a capturé car en fait Michael il était très faible car faut quand même pas abuser, il était sorti de cryogénisation. Sachant qu'en plus on comprend que Marius a tué Michael en le drainant de son sang. Sauf que Michael dans Underworld numéro 2, alors qu'il avait perdu une énorme partie de son sang et qu'il s'était fait entre autres transpercer le cœur, il était revenu à la vie pour aider Selene. Donc là dans le 5 où est passé cela en fait? Pourquoi montrer qu'il a la capacité d'en quelque sorte revenir à la vie dans un opus pour ne plus jamais utiliser cela ou même l'évoquer? C'est complètement con, enfin moi je trouve en tout cas. Enfin bref, le traitement du personnage de Michael Corvin interprété par Scott Speedman au sein de la saga est très hasardeux quand même, et je suis convaincu qu'il y avait vraiment moyen de faire quelque chose de bien avec vraiment pas grand chose de plus. Passons ensuite à Underworld numéro 4, et là les amis, il y a pas mal de choses à dire quand même. Comme je vous l'ai dit, la production de ce 4e opus de la saga fut très compliquée, et surtout l'écriture. Et évidemment du coup, cela a influé grandement sur l'histoire finale que l'on peut voir dans le film. Ce film Underworld avait pour moi en quelque sorte la capacité de renouveler la saga, de donner une sorte de vrai vent de fraîcheur on va dire, et de permettre ainsi de raviver l'intérêt de ces films auprès des spectateurs. Mais ça ne sera pas le cas, même si ce film sera le film de la saga qui rapportera le plus de flouze. Mais pourquoi je vous dis tout ça? Eh bien c'est parce que, pour rappel, à cause des événements de Underworld Evolution, les humains jusque-là complètement absents de toute intrigue ont pu découvrir l'existence de ces 2 races vivant parmi eux depuis des centaines d'années. Le début du film nous montre bien la réaction qu'ils ont eue, à savoir une purge totale de tout être non humain. La population de Lycan est d'ailleurs montrée comme presque éteinte, au point que ceux qui restent vivent dans les égouts, et ne sont plus que des bêtes sauvages loin de ce qu'ils étaient avant, que ce soit physiquement ou mentalement. On comprend donc par conséquent que le film va se concentrer sur cet aspect-là, ce qui à mon sens était en vrai une très bonne idée, car ça aurait permis de voir un peu comment Selene aurait agi après son réveil dans une lutte plus centrée uniquement sur les vampires et lycans, mais sur les vampires lycans et humains. Ça aurait pu être vraiment super intéressant je pense. Mais malheureusement ça n'a pas du tout été le cas, car le film, même s'il veut nous faire croire au premier abord qu'il va se concentrer sur ça, via la séquence de début, mais aussi l'entreprise Antigène,
une entreprise humaine et gouvernementale qui capture des vampires et des lycans pour faire des expériences sur eux pour mieux ainsi les comprendre et donc mieux les combattre, bah en fait au final ça n'en est rien, car Antigène, qui est au cœur de l'intrigue, est au final une société déguisée et contrôlée par les lycans, qui a pour seul but de supprimer leur faiblesse à l'argent et ainsi gagner la guerre raciale contre les vampires. C'est dommage car au lieu de concentrer son intrigue sur un conflit humain-vampire-lycan, avec une sous-intrigue un peu en fond où les lycans se reconstruisent et teasent une ultime confrontation dans un opus final, où les humains prendraient part de façon majeure, le film se concentre encore une fois sur un conflit entre les deux races, à savoir les vampires et les lycans. Et cela sans vraiment de raison à part que Selene a un enfant hybride, mi-vampire, mi-lycan. Sachant qu'en plus, l'histoire se concentre sur Eve, l'enfant de Selene, qui est le premier hybride né naturellement. Sauf que les intentions d'Antigène de la capturer et d'expérimenter sur elle, en vrai, elles ne sont pas si claires que ça. On comprend sans vraiment comprendre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui nuit encore une fois, à mon sens, fortement à l'histoire. Et pour finir avec cette partie sur Underworld numéro 4, même la faible présence des personnages humains dans le film est mal exploitée. Et là, je parle surtout du personnage de Sébastien, le détective. Depuis des années, les humains ont peur des deux races. C'est pour cela qu'ils ont réalisé une purge. Sauf que le personnage de Sébastien, même si on comprend qu'il est un peu plus intrigué qu'apeuré par rapport à ces deux races, il aide Selene beaucoup trop facilement, sans réelle raison. Les vampires, comme les lycans, sont censés être une menace pour les humains. Donc le fait qu'il aide Selene inconditionnellement jusqu'à la fin, alors que lors de leur rencontre, elle ne le menace que très peu pour qu'il l'aide, c'est clairement pas logique. On peut aussi parler de Eve, la fille de Selene, qui pose problème dans le 5e volet. Car sans qu'on ne sache comment ni pourquoi, elle a tout simplement disparu et personne n'est capable de la retrouver. Mais comme je l'ai dit, on ne sait pas où elle se cache, mais ça, à la rigueur, c'est normal. Mais le vrai souci, c'est qu'on ne sait pas comment elle a réussi à se cacher. Et ça, c'est quand même un point super important, car sa recherche est au centre même du film. Mais en faisant en sorte déjà que le spectateur ne sache pas le pourquoi du comment, déjà ça pose problème. Mais surtout en faisant en sorte que Selene ne sache pas où est cachée sa fille et comment elle s'est cachée, et qu'en fait nous, on le sache qu'elle ne sait vraiment pas où elle est, en fait ça enlève tout intérêt au film, car ce dernier repose sur la recherche de Eve par les lycans de Marius. Si dès le départ on te dit que Selene ne sait vraiment pas où est sa fille, la recherche d'Eve par Marius est complètement inutile, car tu sais déjà que c'est voué à l'échec, qu'ils ne vont pas réussir. Pour moi, le cas de Eve dans ce 5e volet est similaire à celui de Michael. On introduit un personnage central à la saga dans un film, puis on l'éclipse de l'intrigue du film d'après, mais en le gardant tout de même en fond, car si on le supprime complètement, ça ne ferait juste aucun sens. Sauf que personnellement, je trouve que c'est même encore pire justement de faire ça, en mettant autant de côté Michael dans le 4 et 5 et Eve dans le 5, mais en les gardant en fond d'intrigue quand même, c'est pire car c'est juste frustrant en fait, ça frustre le spectateur. T'as l'impression ils ont fait ça juste pour te frustrer et te faire te dire, pourquoi ils ont fait ça ? C'est complètement con. Soit un personnage fait partie de l'intrigue, soit il n'en fait pas. Mais il n'y a pas d'entre-deux possible, car sinon ça donne quelque chose du genre. Et c'est nul, en fait. Bon, au final, que vaut vraiment cette saga? Car c'est bien ça notre question de base. Est-ce que la saga Underworld est un échec? Eh bien, malgré des scénarios et des intrigues pas folichonnes, les films Underworld sont des films qui brillent sur bien d'autres points, comme leur DA par exemple. Underworld nous plonge dans un univers sombre et gothique, où les vampires font la loi. Que ce soit les décors, les costumes, l'étalonnage, la lumière, etc. Tout est présent et est travaillé à 2000% pour nous plonger dans un univers complètement factice, car créé de toutes pièces, mais pourtant qui paraît si réaliste. Personnellement, je trouve que c'est un des gros points forts du film, et surtout du premier. Je trouve qu'on y croit vraiment quoi. Et même si c'est un peu kitsch par moment, car oui, c'est un film avec des vampires et des loups-garous, c'est normal, je trouve que ça n'enlève rien à l'univers qu'instaure la saga. Le seul point négatif, si on peut dire ça comme ça, lié à cela, c'est la mise en scène notamment des scènes de dialogue dans le premier volet, qui sont très souvent filmées en gros plan sans réelle raison, ce qui je trouve est dommage. Et ça m'a perso un peu sorti de certains moments. Alors que si Len Wiseman avait filmé de manière plus classique ces scènes-là, pour qu'on voit par ailleurs un peu plus les décors qui sont vraiment cool, ça aurait été beaucoup mieux. Après, vu que c'était son premier film à destination du cinéma, on va dire que c'est pardonnable. Un autre aspect qui fait vraiment la force de cette saga pour moi, ce sont ses effets spéciaux et notamment dans les deux premiers films. Ils sont honnêtement excellents, et d'autant plus si on se rappelle que le premier Underworld est sorti en 2003, et à cette époque-là, les effets spéciaux ne sont pas ce qu'ils sont aujourd'hui, et surtout pour réaliser des êtres anthropomorphiques comme les loups-garous et par exemple Marius sous sa forme d'hybride. Et ça, on le doit au fait qu'au lieu de se reposer sur des effets numériques de partout, la production préféra plutôt se reposer sur des maquillages, des prothèses et des costumes animatroniques, et ensuite utiliser des effets numériques quand ils en ont vraiment besoin. Vraiment, Marcus sous sa forme vampirique est bluffant de réalisme. Il est vraiment trop bien fait, alors que le film date de 2006. Certains effets numériques
génériques des premiers films ont peut-être un peu mal vieilli, ça je vous l'accorde. Mais en ce qui concerne le reste, ça n'a pas pris une ride. Pas d'un poil. Et en ce qui concerne les loups-garous, je comprends très bien que certaines personnes ne sont pas fans du fait que, oui, ça n'est pas parfaitement réaliste, car ça se voit, c'est des costumes animés. Mais une fois que tu sais ça, bah en vrai ça n'enlève rien à la présence de ces créatures, et au charme qu'elles ont. Et surtout, ça les rend complètement intemporelles, contrairement à si elles avaient été faites numériquement. Donc au final, non, la saga Underworld n'est pas une saga ratée, loin de là. Ce sont des films de divertissement qui ont permis de populariser le genre de la dark fantasy, et des vampires et des loups-garous au grand public, en offrant des films matures un peu kitsch, possédant un univers crédible que je trouve génial personnellement et qui aura su conquérir le cœur de beaucoup de gens au point qu'il figure parmi les listes préférées de certaines personnes. Merci à tous d'avoir regardé cette énorme vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était honnêtement vraiment très long, je sais pas si je referai ça un jour, mais j'espère que ça vous a plu, que vous en avez appris davantage et que ça vous a quand même un peu intéressé. Personnellement, les films Underworld sont des films que j'adore énormément, que je tiens vraiment beaucoup dans mon cœur, car j'adore vraiment l'univers qu'ils instaurent. Et j'aime aussi beaucoup le concept des films, des vampires et des loups-garous qui se tapent dessus, que demander de plus. J'ai essayé de vous faire la vidéo la plus complète possible et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle dure aussi longtemps. Mais évidemment, je n'ai pas pu parler de tout, et surtout au niveau de la partie critique de la saga, on va dire, où j'ai évoqué les principaux points que je trouve font vraiment défaut au film. Mais bien sûr, j'aurais pu énumérer pendant genre au moins 1 heure encore tous les problèmes, toutes les facilités scénaristiques, etc. Mais je trouve c'est pas très intéressant, car j'estime qu'écouter un mec énumérer pendant je ne sais combien de temps tous les défauts, tout ce qui va pas dans telle ou telle chose, en vrai, c'est un peu barbant, et bon, c'est pas si ouf que ça quoi. Enfin bref, j'espère que globalement ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un commentaire. Si vous avez détesté, eh bien vous pouvez quand même me laisser un commentaire. Ça fait quand même du référencement, moi je prends. Vous pouvez laisser un petit pouce bleu, partager la vidéo et surtout vous abonner pour ne rien louper des prochaines sorties que je fais. Et surtout, ça me soutient beaucoup, c'est avec le partage la chose qui me soutient le plus. Et sur ce, eh bien moi je vous dis à la prochaine. Salut!